Il est 19 h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. Sans plus tarder, les titres de l'actualité. Tout d'abord, cette réunion du Haut Conseil de sécurité, présidée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Inspection du chantier du complexe sportif destiné à la jeunesse de la région de Béchar par le ministre de l'Habitat. Un projet qui a bénéficié d'une importante enveloppe financière et qui développera les infrastructures sportives, notamment dans le sud du pays. Lancement officiel du service TESDIR. Il consistera à envoyer des documents via les bureaux de poste dans les chefs-lieux de Daïra pour les faire légaliser en vue de leur utilisation à l'étranger, de quoi rapprocher l'administration du citoyen et offrir un service consulaire moderne et efficace. L'Algérie présente au plus haut niveau lors de la 69e session de la conférence générale de l'AIEA à Vienne. Alger a réaffirmé sa position favorable au nucléaire, mais sous condition, avant d'indiquer soutenir l'Afrique à travers la recherche et le transfert de compétences. Un jeudi noir en France contre l'austérité. Plus d'1 million de personnes ont manifesté aujourd'hui dans tout le pays à l'appel de l'intersyndicale suite au choix budgétaire du nouveau Premier ministre. De nombreuses interpellations en marge de ces rassemblements et des mesures de sécurité exceptionnelles. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion du Haut Conseil de sécurité. Chargé par le président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu aujourd'hui, au siège du ministère, l'envoyé spécial du président de la République d'Ouganda, Nalweyisko Proskovia-Gras. À cette occasion, le ministre d'État a reçu une lettre adressée au président de la République de la part du président ougandais, Yoweri Museveni. Une rencontre qui a été l'opportunité de passer en revue les relations de fraternité et de coopération entre l'Algérie et l'Ouganda. Des relations marquées par un dynamisme croissant à tous les niveaux, notamment grâce à l'attention particulière dont elle bénéficie de la part des dirigeants des deux pays. La modernisation de l'administration a franchi un nouveau cap en Algérie. Le ministère des Affaires étrangères annonce le lancement officiel du service TESDIR qui permet désormais aux citoyens d'envoyer leurs documents via les bureaux de poste situés dans les chefs-lieux de Daïra pour les faire légaliser au niveau de l'état civil du ministère en vue de leur utilisation à l'étranger. Un service sécurisé, rapide et traçable qui garantit le traitement, le transfert et le retour des documents directement aux citoyens une fois la procédure de légalisation achevée. Fruit d'une collaboration entre le ministère des Affaires étrangères et celui de la Poste et Télécommunications, représenté par l'Algérie Post. L'objectif de ce service consulaire est de simplifier les démarches, rapprocher l'administration du citoyen et ainsi offrir un service consulaire moderne et efficace. Nous vous en parlions en titre. À Béchar, le chantier du complexe sportif stratégique destiné à la jeunesse de la région a fait l'objet d'une inspection lors de la visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme de la Ville et de l'Aménagement du territoire, Tarek Belaribi. Un projet qui bénéficie d'une enveloppe financière de 35 milliards de dinars et qui répond à l'ambition de développer les infrastructures sportives, en particulier dans le sud du pays. Le complexe, qui s'étend sur une superficie totale de 40 000 m², comprendra un stade couvert de 25 000 places, une piscine semi-olympique couverte de 2400 places, ainsi que d'une piste d'athlétisme dotée de 6500 sièges. Lors de sa visite, Tarek Belaribi a constaté l'état d'avancement du projet, déjà réalisé à hauteur de 20%, un chiffre qui, selon le ministre, témoigne de la capacité des travailleurs algériens à relever le défi. Écoutons sa déclaration. افريل سنه 25
En avril 2025, le président de la République avait procédé à la pose de la première pierre pour le lancement du chantier de ce complexe sportif. Un projet ambitieux pour la wilaya, mais également pour toute la région sud-ouest du pays. Il s'agit d'un projet structurant avec déjà 6 mois de travaux réalisés. Le projet affiche un taux d'avancement plus qu'acceptable, comme nous l'avons constaté sur le terrain, grâce aux efforts conjoints des ouvriers, cadres et ingénieurs algériens. Il convient de rappeler qu'en 2008, des projets similaires nécessitaient parfois jusqu'à 20 ans pour être achevés. Aujourd'hui, grâce à une vision prospective, une gestion et un suivi rigoureux par des compétences nationales, nous avons pu en seulement 6 mois achever les études à 100%, entièrement confiées, je le rappelle, à un bureau d'études algérien et lancer le chantier par la suite. Nous nous sommes engagés en tant que cadre et en tant que ministère à fournir tous les efforts nécessaires pour finaliser ce complexe avant la fin du délai contractuel et nous travaillons chaque jour pour atteindre cet objectif. Et puis cette autre visite, celle menée par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, accompagné du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbel, dans la wilaya de Blida. Il s'agissait d'accélérer l'achèvement des projets en cours dans la région et de garantir l'approvisionnement en eau potable. Les deux ministres ont assisté à une présentation portant sur les principaux indicateurs liés à l'alimentation en eau potable et sur les mesures prises pour améliorer le service. La visite a également permis d'examiner l'état d'avancement des projets structurants, notamment le raccordement de la wilaya de Blida à la station de dessalement d'eau de mer Fouka 2 dans la wilaya de Tipaza, ainsi que les opérations de forage et de réhabilitation de nouveaux puits. Coup d'éclat signé par l'Algérie à l'international à Düsseldorf en Allemagne lors du prestigieux salon Lubricant Expo Europe. Le produit algérien a décroché le prix du meilleur produit africain, une consécration qui met en valeur le savoir-faire de nos entreprises nationales et qui confirme encore une fois leur capacité à rivaliser avec les plus grandes firmes de renommée mondiale. Experts et spécialistes présents au salon n'ont pas tari d'éloges sur la qualité et la performance du produit algérien, érigé en véritable vitrine du potentiel industriel du pays. À Vienne, une délégation conduite par Rachdi Mnadi, président de l'Autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaire, représente le pays au plus haut niveau lors de la 69e session de la conférence générale de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Devant les États membres, Alger a réaffirmé sa position, oui au nucléaire, mais au service de la santé, de l'agriculture, des ressources hydriques et de l'environnement. L'Algérie met en avant son rôle clé dans l'initiative Rayon d'espoir avec la formation de professionnels et d'étudiants africains en radiologie, en radiothérapie et en médecine nucléaire. Lors du forum scientifique L'Atome pour l'eau, Rachdi Mnadi a rappelé les efforts nationaux, 5 nouvelles stations de dessalement d'eau de mer mises en service cette année pour garantir la sécurité hydrique des Algériens. À l'occasion, Alger a salué la qualité de sa coopération technique avec l'AIEA et réaffirmé sa volonté de soutenir l'Afrique à travers la recherche et le transfert de compétences. Une participation qui, il faut le dire, est active avec l'énergie atomique qui doit avant tout servir la paix, le développement et la solidarité internationale. Écoutons cette déclaration. En concrétisation du programme tracé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, l'Algérie a mis en service 5 nouvelles stations de dessalement d'eau de mer au cours de l'année 2025. De nouvelles stations sont également prévues dans un avenir proche afin de faire face aux conséquences de la raréfaction des ressources en eau. En ce qui concerne les applications des technologies nucléaires dans le domaine de l'eau, l'Algérie poursuit l'élargissement et le renforcement de leur utilisation, notamment pour soutenir la gestion durable de ces ressources hydriques à travers les activités du laboratoire géoscientifique d'hydrologie isotopique. Tout en saluant le niveau de mise en œuvre des activités du programme, l'Algérie réaffirme sa détermination à poursuivre sa coopération avec l'agence, en particulier à travers le programme cadre national 2024-2029. Le directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badawi, a pris part à la tête d'une délégation composée de hauts cadres de la Sûreté nationale aux travaux du Forum mondial de la coopération policière 2025 tenu en Chine. La rencontre a réuni de hauts responsables ainsi que des représentants d'organisations internationales et régionales œuvrant dans ce domaine. L'occasion pour Ali Badawi de présenter l'expérience de la police algérienne dans la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée, en particulier contre le trafic de stupéfiants, les crimes économiques, le blanchiment d'argent et la cybercriminalité.
Et puis l'importance de renforcer la coopération constructive entre les services de sécurité à travers le monde, devenue une priorité urgente, a également été soulignée. Un jeudi noir en France contre l'austérité. Selon la CGT, plus d'1 million de personnes ont manifesté aujourd'hui dans toute la France à l'appel de l'intersyndicale pour tenter de peser sur les choix budgétaires du nouveau gouvernement, du nouveau Premier ministre. Les manifestants ont bloqué routes, transports et établissements scolaires. De nombreuses interpellations ont eu lieu en marge de ces rassemblements. Les autorités ont déployé un important dispositif. Plus de 80 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés, appuyés par des moyens lourds et des drones de surveillance. La correspondance signée à Raphaël Belouchette. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Les slogans claquent comme des coups de tonnerre dans un ciel social chargé. Caricaturés en une des pancartes, le président Macron et son tout nouveau Premier ministre cristallisent la colère d'une foule qui ne décolère plus. Nos revendications, je pense que c'est les mêmes qu'un peu tout le monde. D'abord, je pense que la première chose, c'est le départ du corps nu. Mais autrement dit, en fait, je veux dire, le but quand même, il y a un moment, c'est de faire tomber le gouvernement. Et ils étaient nombreux à le dire. Des cortèges s'étirant de Marseille à Lille, de Nantes à Montpellier, des colonnes humaines sans fin dans Paris. À 17h, l'intersyndicale CFDT, CGT, FO, Solidaire, FSU et d'autres se félicitaient d'un succès historique. Cette nuit sans fin du macronisme, on n'en peut plus. C'est plus possible qu'en permanence on nous fasse les poches pour éponger les frasques des multinationales et des ultra-riches. Moi, le message que j'ai à dire aujourd'hui à Monsieur Le Cornu, c'est que c'est la rue qui doit écrire le budget. Et si ça n'est pas le cas, c'est Monsieur Le Cornu qui finira à la rue. C'est important aujourd'hui que le message qu'envoie le monde du travail aux responsables politiques et aux employeurs qui ne doivent pas se dédouaner de leurs responsabilités, qu'aujourd'hui, il y a un budget qui doit être construit et qui ne peut pas se faire sur le seul dos des travailleurs et des travailleuses. Un discours conforté par l'ampleur de la grève, plus d'1 million de manifestants selon la CGT et à peine 280 000 d'après le ministère de l'Intérieur. Dans la fonction publique d'État, 11% des agents absents avec des pics bien plus hauts dans l'éducation nationale. Dans les universités, 14 facultés bloquées, des actions dans 60% des campus et 110 000 jeunes mobilisés. Et jusque dans l'énergie où EDF a enregistré une baisse équivalente à 4 réacteurs nucléaires à l'arrêt. Ce que ça veut dire, c'est que les Français ont décidé de relever la tête et de se battre pour leur dignité, pour une raison bien simple. C'est que le pacte social est au bord de la crise de nerfs, mais pour des raisons évidentes qui ne sont plus contestables. Cette année, on a franchi le niveau record de 9,8 millions de personnes pauvres dans ce pays. Lever la tête, mais aussi viser directement la tête de l'exécutif. Le symbole est fort. Bercy, temple de l'argent public et siège du ministère des Finances, a été encerclé par des cortèges syndicaux dans une ambiance tendue, mais globalement calme. Il est hors de question qu'on continue la même politique. Il est hors de question qu'alors que la France et les Français n'ont jamais été aussi pauvres, alors qu'il y a 2000 enfants qui dorment dans la rue cet été, on continue toujours à faire payer les mêmes. Face à cette marée humaine, un dispositif policier d'une ampleur inédite depuis les Gilets jaunes, 80 000 policiers et gendarmes, 24 blindés, 10 canons à eau. Malgré la démonstration de force, les incidents ont éclaté. Vitrines brisées à Paris, gaz lacrymogène, 22 interpellations à Marseille et 7 dans la capitale. La Macronie aujourd'hui ne tient plus que par le fil à la fois de la peur et de la répression. Et qu'il est absolument scandaleux qu'un ministre de l'Intérieur démissionnaire déploie un effectif de police et de gendarmes sur 3 dans le pays, avec des consignes très claires qui ont été données, qu'on a vu ce matin notamment avec des lycéens qui ont été matraqués et gazés, avec un dépôt de bus qui a été débloqué, avec des moyens qui sont complètement disproportionnés. Des accusations de répression balayées d'un revers de main par le ministre démissionnaire de l'Intérieur. Mais derrière les chiffres et les affrontements, une vérité s'impose. Un Français sur 2 soutient ou approuve cette mobilisation. Et dans ce climat d'exaspération généralisée, un risque plane que ce gouvernement déjà affaibli ne dure guère plus longtemps que ses prédécesseurs. Car à la crise sociale s'ajoute désormais la perspective d'une crise institutionnelle sur fond de France fracturée et de défis multiples.
L'actualité internationale est également marquée par l'horreur que vivent les Razaouis. Les bombardements sionistes se poursuivent sans relâche avec un bilan des victimes en hausse. L'ONU alerte sur une catastrophe humanitaire d'ampleur avec des enfants et de nombreux blessés livrés à eux-mêmes et privés d'absolument tout. En seulement 2 jours, plus de 40 000 Palestiniens ont été contraints de fuir, poussés vers un nouvel exil. Les chiffres témoignent de la gravité de la situation et du chaos qui règne dans l'enclave. Le point avec Majda Diahmoun. Les cris de détresse résonnent encore et toujours à Gaza. La machine de guerre sioniste ne semble pas donner de répit aux Razaouis, faisant chaque jour encore plus de victimes. Cette fois, c'est le camp de Chate qui a été ciblé par les bombardements. Ici, il ne reste plus rien. Des quartiers résidentiels ont été pulvérisés, réduits en poussière. Au milieu des décombres, des femmes, des enfants et des corps abandonnés. L'armée sioniste continue inlassablement de viser les civils. La poussière avait tout recouvert d'un coup. Lorsque nous sommes allés voir, nous avons trouvé des corps de femmes et des enfants allongés à même le sol. 50 martyrs sont encore sous les décombres. Depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir, faisant plus de 65 000 martyrs et près de 165 000 blessés, selon le bilan établi par les autorités sanitaires palestiniennes. Nous étions dans les tentes quand soudain des tirs aériens ont bombardé. L'immeuble d'à côté est tombé, il ne reste plus rien, nous n'avons nulle part où aller. Plus loin, un immeuble situé au cœur d'un marché populaire a également été ciblé, là où se rassemblait un grand nombre de civils. Objectif, procéder à un nettoyage ethnique. Cibler les immeubles et les marchés populaires est une manière de nous forcer à fuir et nous déplacer vers l'inconnu. Mais les Razaouis restent plus que jamais accrochés à leur terre malgré les bombardements. En quelques jours seulement, plus de 4000 bombes ont été larguées, détruisant des villes entières. Les armes les plus redoutables ont été utilisées sans relâche contre les Razaouis. Des attaques qui visent à anéantir la population. Mais malgré tout, les Razaouis restent plus que jamais attachés à leur terre. Au Maroc, la colère monte d'un cran, notamment à Agadir, où des centaines de personnes sont descendues dans la rue après les décès de femmes enceintes. Plusieurs ont perdu la vie en l'espace de quelques jours, déclenchant un mouvement de protestation inédit. Et ce sont la dégradation des hôpitaux, le manque de personnel et l'absence de moyens qui sont pointés du doigt. Un mouvement qui s'étend à d'autres villes marocaines. Les autorités sont en tout cas accusées d'ignorer une crise qui pour beaucoup aurait déjà coûté trop de vies. Majda Diahmoun. Un vent de colère souffle encore une fois sur le Maroc. À Agadir, devant l'hôpital régional Hassan II, des centaines de manifestants exigent la vérité après plusieurs décès maternels. Selon différents témoignages, 6 à 8 femmes enceintes auraient perdu la vie ces dernières semaines. Ces rassemblements, sévèrement réprimés, reflètent une frustration profonde face à un système de santé au bord de l'effondrement. Les manifestants ont appelé au renforcement du personnel médical, à l'équipement des services de réanimation, d'urgence et de maternité et à la transparence totale sur les causes de ces drames. Des manifestations similaires ont également émergé dans d'autres villes comme Sewira, où des citoyens se sont mobilisés devant les hôpitaux pour exprimer eux aussi leur exaspération devant la baisse des effectifs médicaux, la vétusté des infrastructures et la mauvaise répartition des services de santé entre zones urbaines et rurales.
Les conséquences dépassent la colère sociale. La détérioration de la confiance entre la population et les autorités sanitaires, la propagation de décès évitables, l'aggravation des inégalités territoriales d'accès aux soins. Pour beaucoup, rester silencieux reviendrait à accepter des pertes humaines qui pourraient être évitées. Face au manque de réactivité des autorités, les manifestants avertissent. Si des résultats tangibles ne sont pas obtenus dans les mois à venir, de nouvelles mobilisations sont envisagées, plus larges, plus déterminées. Jusqu'à présent, les promesses de réforme peinent à effacer le sentiment d'abandon des populations des régions oubliées au Maroc. Du sport à présent avec les mondiaux d'athlétisme de Tokyo. Une belle performance pour l'Algérie. Djemel Sedjati s'est qualifié pour la finale du 800 mètres. Engagé dans la première demi-finale, il a terminé deuxième, juste derrière le champion du monde canadien Marco Arop, avec exactement le même chrono. Sedjati portera donc les espoirs algériens dans cette discipline. Autre bonne nouvelle, Mohamed Yasser Triki, qui s'est qualifié pour la finale du triple saut dès son premier essai. Rappelons que l'Algérie est représentée par 10 athlètes dans ces mondiaux avec une délégation masculine très engagée sur le demi-fond et les épreuves techniques. En tout, près de 2000 athlètes issus des 200 pays participent à ce grand rendez-vous qui se déroule au Japon. Et puis en football, cette fois, l'Algérie connaît son calendrier pour les éliminatoires du Mondial 2026. Les Verts affronteront la Somalie le 9 octobre prochain au stade Miloud Hetfi d'Oran, avant de faire face à l'Ouganda pour la phase finale le 14 octobre au stade Hossein Ait Ahmed. La télévision algérienne a annoncé qu'elle assurera la retransmission en direct des matchs de l'équipe nationale sur les chaînes ENTV1 et ENTV6. Et c'était la dernière information de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi et puis je vous retrouve demain pour le journal de 19h. Très bonne soirée sur Canal Algérie.